Merci. La première question, traditionnellement, c'est la plus difficile à trouver. Européen, là, en Lorraine. Je voulais vous demander, pour rester sur le plan politique, avoir un peu votre sentiment, l'interprétation que vous faites de ces mouvements tels qu'on a pu les voir récemment en Catalogne, de laisser pour le moment avorter des Écossais, mais il semble que ce soit que partie remise. Et peut-être encore, y a-t-il ici et là d'autres tentations. Là, donc, quand on voit avec quel point l'Europe a du mal à progresser sur le plan politique, et en même temps, il y a ces espèces de mouvements qu'on est tenté de qualifier de régression, quoi. Je profite peut-être pour vous dire aussi, si vous avez des questions maintenant sur le contexte bilatéral, encore une fois, je suis l'ambassadeur du Luxembourg en France, je connais bien les dossiers transfrontaliers, surtout n'hésitez pas de me poser des questions là-dessus si vous le souhaitez. Oui, bonsoir. Isabelle Géhen, je suis investisseur sur Metz. Vous avez dressé un portrait de l'Europe effectivement très cohérent avec les faits continus. Mais pourquoi ce portrait n'a pas été fait avant qu'on atteigne 28 membres, pardon. Ça me paraît difficile aujourd'hui d'arriver à rallier tous ces pays en un seul point. N'aurait-il pas fallu faire ce genre de démarche au préalable lorsque nous étions moins? On continue la série des questions. Oui, bonsoir. Vous avez bien indiqué par rapport à qu'est-ce qui se passe en Europe. Ok. On a bien écouté, on est bien concentré. Vous avez bien mieux que moi. Qu'est-ce qui se passe à Turquie au mois d'octobre, le 10 octobre? Catastrophique. 104 personnes mortes, encore beaucoup de gens qui sont hospitalisés. Le président de Recep Tayyip Erdogan, comment ça fait qu'il n'y a aucune pression européenne sur le gouvernement turc? La raison pour laquelle? Deuxième point, pourquoi Angela Merkel, période actuelle, élection législative Turquie, elle a retourné en Turquie, c'est-à-dire soutient Tayyip Erdogan? Désolé, je vous disais, tout ce que je pensais moi. Parce que par rapport à l'immigration, un Syrien ne peut pas entrer dans le pays européen, reposer l'argent. C'est pas acheter les gens pour l'argent, pour la politique européenne. Désolé, c'est pas ça que politique européenne. C'est pour ça que je disais, Angela Merkel, pourquoi pas attendre après l'élection législative de Turquie, 1er novembre qui vient. Après, va aller la Turquie, qu'est-ce qui se passe en Turquie? 104 personnes mortes. Plusieurs personnes encore hospitalisées à l'hôpital Ankara. Catastrophique. Aucun pays européen, aucune Union européenne, pression sur le gouvernement turc. C'est que la démocratie? Non, pas du tout. Moi, je ne veux pas l'Europe comme ça. Deuxième point, vous avez bien mieux que moi, qu'est-ce qui se passe en Hongrie sur l'immigration, les murs qu'il fait. Vous avez déjà enlevé les murs de Berlin, Hongrie fait le deuxième mur pour l'Européen. Pourquoi l'Européen n'a pas pression sur la Hongrie? Pourquoi pas condamner la Hongrie? On ne veut pas l'Europe comme ça. Merci. Peut-être vous donner des réponses, et puis on fera une série de questions. Jean-Pierre Caux, journaliste, groupe Eddy Presse, Tageblatt, le Savoyard Journal. Pendant combien de temps le Grand-Duché va pouvoir accepter un nombre de migrants politiques, mais économiques, comme ça? Quel est le seuil? Merci. Bien. L'éclatement d'un certain nombre de pays, pour quelqu'un qui, comme moi, est de religion fédéraliste, que vous dire? Ce qui est... Moi, personnellement, ça me semble relativement aberrant, mais je comprends en même temps qu'il y a un vécu historique qui ne m'appartient pas de juger,
qui a une gestion de l'autonomie entre le gouvernement central et les entités fédérées en Espagne qui ne m'appartient pas de juger. Simplement, je dis et là je suis un peu, je botte en touche un tout petit peu, ça sera difficile pour la Catalogne si elle sort de l'Espagne. Effectivement, elle perdra une partie de ses acquis européens. Il va falloir renégocier. Ça posera un certain nombre de problèmes et ça posera surtout un problème qu'on voit actuellement avec la Turquie et Chypre, c'est-à-dire que fondamentalement, l'Espagne pourra opposer son veto à une entrée de la Catalogne dans l'Europe. Moi, j'ose faire confiance à la raison des gens et au dialogue. On ne résout pas les problèmes en mettant les gouvernements devant le fait accompli dans les deux sens. Gouvernement fédéral vis-à-vis de fédéré et fédéré vis-à-vis du fédéral. Une chose est certaine, ou me semble certaine, encore que on n'en sait rien, si jamais nos amis britanniques devaient voter à l'issue d'un référendum une sortie de l'Union européenne, je pense qu'un certain nombre de mouvements écossais reposeraient la question d'une scission, d'une sortie de l'Empire britannique, mais cette fois avec d'autres arguments. Et sachant que la dernière fois on y est passé très près, je ne préjugerai pas la situation. Il y a un cas un peu plus proche de nous qui est la Belgique, qui se pose des questions fondamentales. Enfin, d'un autre côté, il y a eu la Yougoslavie il y a peu. Il y a eu la République tchèque et la République slovaque. On ne sait pas très bien dans quelle direction ira la question avec le Groenland. Je crois qu'il faut faire confiance aux autorités locales pour essayer de régler les problèmes. Et puis, si le problème remonte à l'Union européenne, eh bien, on va essayer de les traiter là. Mais, enfin, moi, personnellement, encore une fois, je suis plutôt de religion fédéraliste et je crois que les problèmes, on peut résoudre pas mal de problèmes dans une Europe beaucoup plus intégrée qu'on ne peut pas résoudre actuellement dans une Europe encore très intergouvernementale. Je vais vous répondre comme ça. Monsieur l'ambassadeur, si vous permettez une interruption, puisqu'on est autour d'une table, nous allons intervenir un peu sur le sujet très, très rapidement et disons moins diplomatiquement. Je ne suis pas diplomate, vous allez le voir. En ce qui concerne la fragmentation, je suis surpris. La construction de l'Europe, c'est développer la solidarité. La fragmentation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'égoïsme des régions riches. Ce sont les régions riches qui ne veulent pas être solidaires de leurs concitoyens. Je pense que c'est anti-européen. Vous voyez, ce n'est pas diplomatique comme réponse. Deuxième chose, attention lorsqu'on ouvre la boîte de Pandore. Les Européens, enfin certains Européens, ont reconnu très vite, par exemple, la Slovénie. C'était la fragmentation de la Yougoslavie. Parmi ceux-ci, l'Allemagne et le Vatican, parce qu'il y avait des catholiques. On a créé un précédent, c'est-à-dire que les Européens, les Occidentaux, ont accepté la remise en cause des frontières. Qui profite de la remise en cause ? Poutine. Il nous dit en Ukraine, mais je fais la même chose que vous, qu'est-ce que vous me reprochez ? En Crimée, je fais la même chose. Donc attention à la remise en cause des frontières, c'est une boîte de Pandore qui peut aller très loin. Bon, je m'arrête là. Je voudrais juste ajouter à ça, et je crois qu'on a vu l'affaire en Catalogne, si un représentant d'une institution européenne prend le risque de prendre position sur le sujet, vous pouvez être certain que ça va renforcer les mouvements qui vont vers un éclatement plutôt que les autres. Je
crois que Jean-Claude Juncker avait dit quelque chose sur la Catalogne, je ne me rappelle plus, ce qui a été relativement mal pris. Si le président de la Commission, le président du Conseil européen, aujourd'hui, s'aviserait à commenter la situation, malheureusement, ça ne ferait qu'empirer la situation. Malgré ma langue de bois diplomatique, ça, il fallait que je le rajoute. Élargissement ou approfondissement, intégration, oui, vous avez raison, mais enfin, l'Europe est aussi un animal politique. Quand on a poussé pour... et c'était un président de la Commission européenne à l'époque, je crois que c'était... Non, c'était plus tard. Quand l'Espagne et le Portugal ont commencé les négociations pour rentrer dans l'Europe, on a fait FISA aussi pour renforcer les structures démocratiques dans ce pays qui était extrêmement faible et extrêmement exposé. Et je crois qu'on a bien fait. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les 28 États, on n'a pas vu un peu trop grand ? Bon, la manière dont s'est déroulée les discussions sur la prise en compte du flux migratoire tendrait à vous donner raison. Oui, peut-être qu'il aurait fallu arriver peut-être à 15 ou 16 pays, se concentrer un tout petit peu sur le renforcement, l'intégration, avant d'ouvrir à nouveau. Je ne sais pas. Après coup, c'est sûr qu'on est beaucoup plus malin. Sur le coup, c'est sûr aussi qu'il y a deux impératifs. Il y a un impératif politique aussi à élargir, qui est là, mais bon, qui a ses limites aussi, parce que l'Europe ne fonctionne pas lorsque les États n'y mettent pas du leur. Lorsque la Bulgarie et la Roumanie voulait remettre à l'ordre du jour du Conseil Justice et Affaires intérieures du début d'octobre leur entrée dans le groupe Schengen, un certain nombre de ministres ont quand même légèrement tiqué. Ils nous ont appelés à Luxembourg pour dire « Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez mettre ça à l'ordre du jour ? C'est peut-être un peu prématuré. » Bon, ça n'a pu figurer à l'ordre du jour. Non, il faut que les États européens, tous les États européens, fassent leur travail et mènent les réformes structurelles au niveau de l'État de droit. L'État de droit et d'autres auxquels ils se sont engagés et qui ne font pas aujourd'hui. C'est un fait. Et ça nous rend évidemment extrêmement prudents vis-à-vis des futurs élargissements. Et c'est la parfaite transition pour la Turquie. Alors c'est tout un chapitre, la Turquie en soi. Moi je crois que politiquement, ça c'est mon opinion personnelle, ce serait un atout pour l'Europe politique que d'avoir la Turquie membre de l'Union européenne. Cela dit, il est certain qu'un certain nombre de politiques mises en œuvre par son président, par son Premier ministre, sont contestables au regard du socle du droit européen. C'est un fait. Le fait est qu'aujourd'hui, que nous le voulions ou non, la Turquie joue un rôle stratégique dans une région qui a une importance capitale pour l'Europe. Pour la sécurité en Europe, mais pas que pour la sécurité. Et qu'un certain nombre de préceptes relativement basiques de politique internationale nous dictent d'engager un dialogue constructif avec la Turquie. Il faut voir aussi, ils ont 2 millions de réfugiés dans une région, fin fond de l'Anatolie, qui déjà ne roule pas sur l'or, si vous me passez l'expression. Ce n'est pas un pays hyper riche non plus. C'est vrai, Istanbul, j'y étais il y a quelques jours, ça va à peu près bien. Il y a une économie qui a un taux de croissance qu'on lui envierait. Enfin bon, bref, ce n'est pas quand même un pays non plus dont l'économie aujourd'hui est comparable avec l'Allemagne, son grand modèle. Donc, la réalité, le réalisme nous dicte de discuter avec les autorités turques. On va voir les résultats des élections. On en a parlé. Ils m'ont dit, enfin, c'était à titre privé, les gens auxquels j'ai parlé. Vous savez, nous avons une représentation kurde au Parlement turc aujourd'hui qui représente à peu près 80 ou 90 députés. Ils participent dans les travaux. Et il y a un travail de dialogue entre les communautés qui est en cours. Pourquoi est-ce qu'ils tuent nos soldats ? Pourquoi est-ce qu'ils tirent sur nos policiers ? Bon, on pourrait en discuter longuement. Le débat est là. Moi, je crois que la Turquie doit rester pour l'Europe un interlocuteur. C'est un pays candidat. C'est un pays candidat comme les autres.
Il faut continuer à mener les négociations sérieusement avec la Turquie, leur dire ce qu'on a à dire, et il faut écouter les Turcs. Le mur, la Hongrie, je l'ai dit, je partage un peu votre désarroi, mais l'Europe, c'est aussi une Europe de droit, d'un État de droit. Et nos amis hongrois doivent le respecter aussi. On le leur dit. On le leur dit de manière discrète. Il y a des moments aussi où on sort la diplomatie de haut-parleurs quand vraiment plus rien ne va. C'est le dernier recours. Aussi longtemps qu'on peut leur parler, qu'on peut leur dire les choses, on le fait. Mais encore une fois, la Hongrie est un cas un peu particulier aussi. Il y a presque 100 000 réfugiés qui s'entassent dans un pays qui déjà à la base a des problèmes avec les communautés qui y résident. Donc voilà, c'est un problème relativement délicat. Et j'en termine avec les migrants à Luxembourg. Quel est le nombre? Je crois que vous allez me poser ou faire une référence au référendum consultatif qu'on a eu il y a quelques mois. C'est clair que le Luxembourg est un cas, c'est un miracle. Nous sommes un pays où résident côte à côte 55% d'autochtones, de luxembourgeois, et 45% de non-luxembourgeois. Alors les Français disent toujours « Oui, mais c'est quand même des Européens, les étrangers chez vous. » Oui, certes. D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai. Et deuxièmement, ce n'est pas nécessairement pour ça que ça va mieux. Je crois que nous avons la chance d'avoir une économie relativement dynamique qui permet d'englober tout le monde pour éviter que des crises sociales se creusent et inévitablement vont dresser une communauté contre une autre. On a vu ça en France au début du siècle avec les difficultés vis-à-vis de la communauté italienne à Marseille, autour de Marseille, des choses horribles qui se sont passées là-bas. Ça a été le cas dans d'autres pays. Au Luxembourg, on n'a pas connu ça, mais ce serait une grave erreur que de penser que tout ça, c'est acquis et qu'il ne faut rien faire pour que ça reste comme ça. Je crois que on a la chance d'avoir ces communautés à Luxembourg. Même si certains demandent à ce qu'ils reversent une partie de leur impôt sur le revenu vers le pays d'origine, on a la chance d'avoir ces gens à Luxembourg. Ils contribuent à la richesse luxembourgeoise, même statistiquement sans le vouloir. Et il faut tout faire pour s'écouter les uns les autres, pour faire en sorte que le dialogue entre les communautés fonctionne. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Ça, c'est mon opinion personnelle.